bonjour, bienvenue chez vous dans Les Témoins d'Outre-mer, l'émission élaborée à partir de vos réactions à l'actualité. Comment protéger les océans? Qu'adviendra-t-il des mesures annoncées à la COP22 pour préserver la biodiversité marine? L'Outre-mer est concerné au premier chef puisque grâce à lui, la France dispose du deuxième domaine maritime au monde, après celui des États-Unis. Vous allez nous donner votre point de vue, Anne Caillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de programme Outre-mer à l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors un petit rappel, la COP22, la conférence des parties sur les changements climatiques, a réuni 196 États à Marrakech le mois dernier. Et pour la deuxième année consécutive, l'océan a été au cœur des préoccupations. Pourquoi? Eh bien, souvenez-vous qu'en juin dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, nous avons évoqué ensemble les principales pollutions qui menacent l'océan. Alors tout de suite, les moments clés de ce numéro et puis retour sur l'actualité. Une actualité marquée aujourd'hui par la Journée mondiale de l'océan. C'est donc l'occasion de faire un point sur les principales pollutions qui le menacent et sur les moyens de le protéger pour préserver la biodiversité marine. Et pour parler de cette biodiversité marine, j'accueille un spécialiste, Gilles Boeuf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Vous êtes conseiller scientifique auprès de la ministre de l'Environnement et vous avez présidé le Muséum national d'histoire naturelle. Donc merci d'être avec nous. Je vous propose tout de suite une première contribution à laquelle vous allez réagir. Elle a été envoyée par un navigateur pas tout à fait comme les autres. Et je crois que vous le connaissez. C'est là. Bonjour, je m'appelle Patrick Jackson, explorateur, navigateur. Je suis le fondateur des expéditions 7e continent qui luttent contre la pollution plastique des océans. Un vrai drame écologique récemment découvert. Et on développe deux volets. On fait de la sensibilisation auprès du grand public et des jeunes. Et on développe un volet recherche pour mieux comprendre l'impact sur la faune et la flore. Ce continent plastique, pourquoi est-ce qu'on l'appelle continent? C'est très impropre. On ne peut pas débarquer dessus. En fait, c'est une accumulation de tout petits morceaux de plastique de moins de 5 mm. Il n'y en a pas un, il y en a 5. Il y en a un dans l'océan Indien, 2 dans l'océan Atlantique, 2 dans l'océan Pacifique. Chacun est grand comme en surface 2 à 6 fois la France. Chacun d'entre eux, sur une trentaine de mètres de profondeur. C'est une énorme accumulation de petits fragments de plastique. Alors, bien sûr, il y a ce plastique, mais il y a tout ce qui est autour, qui se couvre de bactéries, de virus, et qui fait que les supports en mer au large sont très rares. Tous ces continents plastiques qui s'affichent. Et c'est les gyres océaniques, c'est les mouvements des masses d'eau qui font qu'on s'accumule là, puis là on reste, et on flotte. Et pour la faune marine, c'est dramatique. Ils prennent ça pour du plancton. C'est transparent et ça flotte. Bien sûr. Alors, il y a eu des opérations de nettoyage qui ont été tentées. On en est où? Parce que du coup, comme tout est au même endroit, est-ce qu'on ne pourrait pas passer un aspirateur géant ou que sais-je? Disons que, pourquoi pas, mais pour l'instant, je préférerais qu'on interdise à ces plastiques d'arriver à la côte. Donc, arrêter la source et après les ramasser. C'est quand même pas si simple que ça, c'est assez loin au large, c'est tout petit, c'est des énormes masses d'eau, en fait, à récupérer, à filtrer pour les récupérer. Et qu'est-ce qu'on en fait après? Qu'est-ce qu'on en fait après? Alors déjà, pour revenir, du coup, pour essayer de tarir la source, ce type d'expédition, 7e continent, ces missions de sensibilisation, à votre avis, elles ont quel impact auprès du grand public? Et que peut faire le grand public? Nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau quand on habite dans une grande ville? Ne pas jeter sa bouteille de plastique. De jeter nos sacs en plastique. Il faut une histoire. Un sac en plastique qui vous sert 20 minutes pour ramener vos tomates à la maison, il va le tuer en mer, une tortue de 80 ans, issue de 200 millions d'années d'évolution. C'est bête à pleurer. Donc il faut qu'on a du mal à imaginer que le sac plastique qu'on a acheté en ville pour faire ses petites courses et qu'on a utilisé 20 minutes finit à la baille. Mais comment il finit à la baille? C'est parce qu'il est jeté, il sort d'une poubelle, le vent l'emmène d'un camion de poubelle, il arrive sur la plage, il part en mer. C'est vraiment ça qui se passe. Et c'est le plastique de surface. Et après, il se dégrade par des systèmes de photodégradation en toutes petites particules. Mais les gros sont au fond. On a fait des plongées, nous, au large des côtes de Papouasie. C'est constellé de bouteilles, tout ce que vous voulez, en fait. En Nouvelle-Calédonie, sur les 3 usines métallurgiques, une dans le sud nous inquiète principalement, celle de la multinationale brésilienne Vale. Plusieurs fuites d'acide ont gravement pollué le plus grand lagon du monde, classé à l'UNESCO, et c'est malheureusement loin d'être les seules. D'autres pollutions produites par l'usine Vale portent atteinte à ce site où vivent de nombreuses espèces endémiques et micro-endémiques. Ces actes d'éco-délinquance en bande organisée, cautionnés par les pouvoirs publics, se déroulent sous nos yeux en toute impunité. Quand allons-nous réagir ? Je pense que la volonté politique existe. Ensuite, il y a des contre-systèmes de lobby qui font pression. De toute façon, on va changer, j'en suis certain. Je ne resterai pas optimiste autrement. Mais ça prend un temps fou. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et ce monde s'accroche. Il y a des forces de freinage. Qu'est-ce qu'on a fait en France sur les pesticides? C'est les lobbies industriels. Là, comme par exemple... Bien sûr. D'accord. Vous allez dire la même chose pour les lobbies de l'agroalimentaire à propos des pesticides. Sur les pesticides, bien sûr. Ils sont très puissants. Alors qu'aujourd'hui, des agriculteurs qui sont passés d'un système nous disent on peut produire sans pesticides. Faisons-le.
La volonté politique existe, disait Gilles Boeuf. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord, Anne Caillot. Je rappelle que vous êtes chargée de programme Outre-mer à l'UICN. Alors pendant la COP22, la ministre du Développement durable et de l'Énergie, Ségolène Royal, a annoncé 4 mesures en faveur des océans. On va en évoquer 2 ici. La première, c'est le plan de protection des mangroves et des coraux. Et c'est le fruit d'une initiative internationale. Oui, alors c'est un plan d'action. C'est le plan d'action de l'initiative internationale pour les récifs coralliens, dont la France est présidente cette année et l'année prochaine, donc 2016-2017. Donc ce sera à elle de mettre en œuvre ce ce plan. plan. De mettre en œuvre ce plan d'action. Est-ce qu'il vous convient? Pourquoi est-ce qu'il est important d'abord de protéger les mangroves et les coraux? Et est-ce qu'il correspond à vos attentes? Alors, il y a 2 choses qui sont importantes dans l'annonce de ce plan d'action. La première, c'est qu'elle a été annoncée conjointement avec la ministre des Affaires étrangères australienne. Et pourquoi? C'est parce que la France et l'Australie, c'est 2 pays développés qui ont la superficie de récifs coralliens la plus grande au monde. Ce sont la réunion des 2 plus grandes barrières coralliennes au monde, celle de Nouvelle-Calédonie et celle d'Australie. La Grande Barrière de Corail, mais pas que ces 2 grandes barrières, il y a aussi d'autres récifs coralliens. Et donc, si vous voulez, elles ont une obligation morale, ces 2 pays, de faire quelque chose pour protéger les récifs coralliens et montrer l'exemple aux autres pays qui ont aussi des récifs coralliens. Donc, il y a cette chose-là. Et la deuxième chose importante, c'est le fait qu'elle a été annoncée à la COP22 sur le changement climatique. Donc là, c'est vraiment un signal que les écosystèmes coralliens et les mangroves sont vraiment en ligne de mire pour les effets du changement climatique. Parce que comme vous le savez, il me semble que vous avez fait des émissions là-dessus justement. Pas mal. Les récifs coralliens sont vraiment affectés par les changements climatiques à cause de la hausse des températures de l'eau, qui les fait blanchir, l'augmentation des inondations, l'augmentation des intensités des cyclones qui les détruit directement. Alors qu'ils sont des nids de biodiversité. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce plan? Alors, dans ce plan, il y a beaucoup de mots. Donc de mots voilà, quand on regarde, c'est des beaux mots. On espère que derrière ces beaux mots, il y a aussi des actions concrètes, parce qu'on peut avoir tendance à faire des ateliers, faire des suivis, faire des études sans mettre d'actions concrètes en œuvre. Mais il y a aussi quand même des actions concrètes. Il y a l'interdiction des microbilles plastiques, qui sont vraiment un désastre pour les océans et pour les coraux. Alors les microbilles qui sont utilisées par l'industrie cosmétique. Oui, notamment donc pour les produits exfoliants, etc. Voilà, c'est quand on se fait belle. Quand on se fait belle avec les scrubs. Ça fait des petites billes en plastique qui se baladent ensuite dans l'océan. Et donc ça, on a réalisé récemment que c'était un désastre pour les coraux et pour les écosystèmes marins. Il y a une deuxième chose, c'est l'incitation à enlever les perturbateurs endocriniens des crèmes solaires. D'accord. Donc quand on met sa crème solaire et qu'on va aller se baigner dans un beau lagon, en fait, ça a un effet désastreux pour les récifs coralliens. Donc il y a aussi ça c'est une mesure concrète. Et puis il y a d'autres mesures qui sont plutôt des mesures d'encouragement pour éviter les dragages sur les récifs coralliens, pour éviter de mettre des bouées d'ancrage, donc c'est-à-dire des gros blocs de béton directement sur les récifs et en les détruisant. Qui les détruisent. Voilà, qui les détruisent. Donc il y a des mesures concrètes qui sont proposées. Voilà. Vous dites qu'il y a une volonté politique qui s'affiche. Oui. Donc maintenant, c'est, j'imagine, les moyens qui vont être mis en œuvre pour que ces plans soient respectés. Voilà. Parce que dans le plan, il y a aussi des mesures chiffrées de protection des mangroves et des coraux. Des objectifs à atteindre très précis et chiffrés. Des objectifs à atteindre très précis. Et donc, pour la France, en fait, c'est déjà dans la loi biodiversité. Donc, c'est la moitié des mangroves des Outre-mer d'ici à 2020 et 75% des récifs coralliens d'ici à 2021. Des récifs coralliens. Donc c'est quand même très très ambitieux. C'est ça, très ambitieux. Et donc maintenant, il faut voir ce qui est derrière. Qu'est-ce qu'on veut dire par protection? Quelles mesures vont être mises en place et avec quels moyens? Donc ça veut dire suivi de près de ces mesures. Voilà. Deuxième mesure dont on voudrait parler, c'est la protection de Clipperton. Alors Clipperton, on va rappeler, c'est ce tout petit atoll situé au large du Mexique, tellement minuscule que c'est 2 km² de terre immergée. Oui, même pas 2 km. Même pas 2 km² de terre immergée, totalement inhabité et totalement pollué. Donc là, il est question de créer une zone de protection. Alors effectivement, là, il y a certains détracteurs qui disent c'est un effet d'annonce, tant qu'il n'y a pas de monde sur place, on ne pourra pas protéger cet atoll correctement. Qu'en pensez-vous? Alors, en fait, la mesure qui a été annoncée, c'est une mesure de protection de biotope. Donc, c'est-à-dire qu'on va protéger des espèces et on va interdire certaines activités sur l'atoll. Donc, vous imaginez bien que s'il n'y a personne sur place, quand même. S'il n'y a personne sur place, on ne peut pas mettre en œuvre ces mesures de protection. Mais quel type d'activité est susceptible d'avoir lieu sur cet atoll où il n'y a quand même pas grand monde, voire personne? Il n'y a pas grand monde, mais il y a beaucoup de pêcheries. Parce que c'est une des zones qui est la plus productive en thon du monde, où il y a le plus de thon du monde. D'où l'intérêt de la France à préserver cette île. C'est pourquoi la France veut conserver Clipperton, alors que le Mexique voudrait bien l'avoir aussi. Et donc, il y a des licences de pêche qui ont été accordées au Mexique pour pêcher le thon autour de Clipperton. Et ces licences de pêche arrivent à expiration là, à mars 2017. Et donc la France aimerait profiter des renégociations avec le Mexique pour instaurer donc, une aire marine protégée, donc protéger l'atoll qui a
un écosystème remarquable et incroyable. Et un domaine de pêche conséquent conséquent dans la zone économique Voilà. exclusive qui dépend de l'atoll. Donc là, on veut protéger le biotope, c'est-à-dire empêcher que des gens débarquent sur l'atoll et dégradent l'écosystème, mais il n'y a personne pour surveiller. Donc concrètement, là, comment on fait pour s'assurer que ça fonctionne? Alors ça, c'est un des problèmes que nous, on a soulevé parce qu'on a commenté sur cette proposition d'arrêté de biotope. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est interdire la pêche pour qu'on puisse faire une surveillance par satellite. S'il n'y a personne, on a encore les moyens satellitaires. Et il y a déjà des organismes comme Pristine Seas qui ont proposé de mettre en œuvre cette surveillance. Donc là, aller un petit peu plus loin pour que la mesure soit effective. Anne Voilà. Caillot, merci beaucoup. On a encore 2 autres annonces à vous expliquer dans les numéros qui viennent. Merci à vous pour votre fidélité et continuez de vous exprimer sur eltom.fr.